Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic pour On vous donne la parole comme chaque mercredi sur Studio Qualita. Je vous rappelle que pour participer à cette émission, rien de plus simple, le 050 430 80 20, c'est le numéro de notre boîte vocale, ou bien vous pouvez toujours aussi nous contacter soit par notre site studioqualita.com ou encore sur notre page Facebook. Cette émission, vous pouvez y participer. Vous pouvez évoquer les sujets de votre choix et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec Eliane qui est en ligne avec nous. Eliane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'un sujet qui vous est cher, hein, puisque vous faites partie, on va dire, d'un rassemblement. C'est pas vraiment une organisation ni une association qui se bat contre les dangers du gaz en Israël. Oui, en effet. Donc, moi, je voudrais vous informer de la situation aujourd'hui où en sommes-nous dans la saga du gaz, on peut appeler ça comme ça. Oui. Donc, en effet, il y a des gens en Israël que je dirais sont des héros. Hein. Donc, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on en parlera plus tard pour essayer d'arrêter cette catastrophe. Donc, déjà, je vais vous expliquer vite fait. Oui, on rappelle, puisqu'on en a déjà parlé, mais rappelez-nous quand même les grands points de la problématique. Ça, c'est assez court. Donc d'abord, premièrement, il était prévu d'utiliser la méthode non polluante pour exploiter le gaz Léviathan, et qui devait être à 120 km. Et puis tout d'un coup, on se pose des questions. Pourquoi maintenant, il faut la mettre à 9 km. Et donc, à 9 km, on utiliserait donc la méthode polluante et extrêmement dangereuse. Donc je vous parle vite fait d'eau lourde qu'on va rejeter dans la mer, où c'est du mercure et du plomb. Oui. Dans l'air, on va avoir du benzène et du carbone. Je rappelle qu'on a déjà 2500 morts par an de la pollution de l'air. Et on a, alors le pire de tout, c'est le condensate. C'est de l'arsenic et du benzène. C'est dangereux au possible. Et on risque donc les fuites dans la mer. Je vous rappelle que 75% de l'eau qu'on boit vient de la mer. On ne pourrait plus le faire. Et ils vont nous mettre du stockage de condensate sur la terre à Haïfa et à Netanya, ça va devenir le champ de tir du Hezbollah au milieu des populations. Et la moindre fuite, tremblement de terre, que ce soit le Hezbollah ou un tremblement de terre, c'est carrément nos nappes phréatiques qui sont Voilà. Alors, ces nappes de gaz se trouvent donc au large d'Israël, dans la Méditerranée. On les situe à peu près à quel niveau? C'est dans le nord. Hein. Dans le nord. Voilà. Au niveau de Hadera, Haïfa, hein, je crois. Voilà. Et cette plateforme, elle va être en face de la plage Rovdor. Voilà. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils ont déjà exploité, la même société Nobel Energy et Tchouba et exploite déjà Tamar à 23 km en face d'Ashkelon. Le taux de pollution qu'ils nous avait annoncé aujourd'hui est 30 fois plus que ce qu'ils nous avait annoncé. Et on a déjà 9% de maladies en plus à Ashkelon. D'accord ? Donc, c'est déjà dire ce qui nous attend. Puisque cette exploitation, dans la manière dont vous nous l'avez expliqué, a déjà commencé en fait. Alors, il y avait le gisement Tamar. Les gisements Tamar qu'ils exploitent en face d'Ashkelon. D'accord. Et donc, on a le gisement Léviathan qui est 2 fois Tamar. Aujourd'hui, Tamar pollue plus que les 500 usines les plus polluantes d'Israël. Ouais. Léviathan, c'est 2 fois Tamar. Donc, on va se retrouver avec 2 fois et demi plus de pollution de l'air que les 500 usines d'Israël les plus polluantes aujourd'hui. Donc, on sait que le taux de pollution est déjà très élevé. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, le pire dans cette histoire, qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on a 2 ministères qui sont censés nous défendre. Le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Environnement. Alors, pour bien comprendre, et là, je vous annonce un scoop. Dernièrement, notre ministère de l'Énergie a annoncé qu'on a un super contrat où on va avoir un canal qui va aller directement vers l'Europe pour livrer le gaz. Oui. Alors, c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge. Expliquez-nous alors. Il n'y a rien qui a été signé. D'abord, premièrement, c'est en négociation, mais c'est loin, très très loin d'être signé. Il n'y a pas d'investisseurs, on parle de milliards de dollars. Au niveau des problèmes environnementaux, il ne faut pas rêver, ça ne va pas se passer si facilement. Mais le pire de tout, est-ce que vraiment on doit faire ça, sachant que la Russie s'y oppose évidemment, puisqu'elle aussi, elle vend du gaz à l'Europe,
Est-ce qu'on a besoin de se fâcher avec la Russie? Est-ce qu'on a besoin de se retrouver éventuellement avec une base iranienne en Syrie? On pose juste la question. Voilà, au niveau géopolitique, vraiment, on a besoin de faire ça. Ouais. Donc ça, c'est une chose au niveau du ministère de l'Environnement qui nous raconte un mensonge pour faire monter les actions. Ça a marché, hein, ça a monté. Pour aussi faire taire, pour élever dans la population l'appât du gain bien avant la santé, qui va être carrément une hécatombe. Après, on peut dire pareil, le ministère de l'Environnement nous aujourd'hui, on a droit à une campagne à la télévision, dans les cinémas, où on nous raconte que grâce au gaz Léviathan, les usines polluantes vont fermer et donc on aura moins de pollution. Alors quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que le gaz Léviathan est prévu pour l'étranger. Il n'y a pas de gaz Léviathan pour les industries israéliennes. On se demande vraiment en quoi ça peut fermer quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est juste insupportable. Vraiment, c'est insupportable comme mensonge. Pour préciser que Nobel Energy, qui va exploiter notre gaz, c'est le pollueur numéro 1 au Colorado. Maintenant, le pire de tout, et là, ouvrez grand vos oreilles. En cas d'incident, on peut avoir un tsunami, on peut avoir un tremblement de terre, on peut avoir le Hezbollah qui s'amuse. Hein. Ouais. Eh bien, en cas de fuite, en cas d'incident, prenez en compte que Nobel Energy n'a pas d'assurance et il n'a pas les fonds n'a pas les fonds financiers pour faire réparer la fuite. Ni Nobel Energy, ni Delec n'ont les moyens. Mais c'est pas une condition d'avoir une assurance, puisque dans n'importe quel contrat en général qu'on fait avec les ministères, et la première chose c'est justement qu'ils demandent, c'est d'avoir une assurance en bonne et due forme. Exactement. Alors en Europe, évidemment, c'est absolument obligatoire. Enerdian, qui est la société grecque qui va exploiter nos gisements Tarish et Canine et qui sont vraiment adorables, puisque non seulement ils vont exploiter ça avec la méthode FPSO que l'on réclame pour Léviathan, qui est la méthode non polluante, en plus ils vont vraiment nous vendre le gaz à un prix beaucoup plus intéressant. Bien sûr, ces gens-là, évidemment, ont une assurance européenne pour tout problème, pour tout incident, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'incident, donc Nobel Energy ne va pas indemniser la population. Qui va indemniser la population en cas d'incident? C'est le gouvernement. Oui. Autrement dit, c'est nous. Mais il faut quand même savoir que, par exemple, depuis la guerre de 2014 à Otef-Aza, la population n'a toujours pas été indemnisée par le gouvernement. D'accord? Donc, voilà, il faut comprendre un peu à quel point on n'a aucune sécurité. Notre gouvernement a laissé main libre totale à Nobel Energy sans la moindre exigence. Okay. Je dois préciser quand même que si on réussit à changer le contrat avant janvier, date à laquelle ils installent cette plateforme en face des côtes, ça nous coûtera des millions d'indemnités à verser à Nobel Energy. Par contre, si on le fait après, ça nous coûtera en milliards. Autrement dit, on ne le fera pas. D'accord ? Donc, voilà la situation au niveau du gouvernement maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, le ministère de l'Environnement, vous pourrez trouver dans Nikon Kapai, le groupe Nikon Kapai sur Facebook. C'est un groupe que nous avons créé pour vous informer en français. On prend les informations israéliennes et on les traduit en français. Vous pourrez trouver des articles à ce sujet, il y en a beaucoup. Ouais. Et par exemple, il y a une organisation qui s'appelle des journalistes indépendants, Chakouf, qui a fait une enquête sur les fonctionnaires de l'environnement. Et il s'avère qu'on a prouvé que plusieurs hauts fonctionnaires de l'environnement ont fini, aujourd'hui, travaillent pour l'industrie polluante. Donc il y a une histoire de porte tournante qui est assez effrayante. Et vous pouvez aussi trouver un article qui précise que on sait très bien qu'au Mifrat Haïfa, on a 30% de plus de cancers et de maladies. Ouais. Donc il y a des marqueurs, évidemment. Il y a des choses qui ne trompent pas. Pour mesurer la pollution. Et étrangement, tout d'un coup, quand le taux de pollution monte, tout d'un coup, les marqueurs tombent en panne. Il n'y a plus de chiffres. Voilà. Donc ça, c'est le bureau de l'environnement qui est censé aussi nous protéger. Voilà. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, comme le dénonçait Bougie Alon, ils ont pris des décisions énormes pour ce gaz. Il n'y a jamais eu d'expertise sécuritaire. La seule expertise sécuritaire qui a été enfin faite, c'est en 2018
par Shaul Choref, qui est Mefaked de Chel Hayam, et il a dit 3 choses. Il a dit premièrement, au niveau sécuritaire, le pire, c'est à 10 km. C'est ce que notre gouvernement a choisi de faire. Au niveau de la technologie, c'est bien plus lourd, c'est bien plus coûteux. Ça suscite énormément de réparations et d'entretien. Il faut absolument utiliser la méthode FPSO. C'est ce qu'a demandé Shaul Choref. Et troisièmement, il a expliqué que si jamais il y a des incidents, des fuites ou autres, il faut absolument que ça se passe à plus de 40 km. Parce qu'à plus de 40 km, la profondeur est à 1,5 km. Et à ce moment, le condensat, en cas de fuite, se diffuserait dans les fonds. Étant donné qu'il n'y a pas de lumière dans les fonds, il n'y a pas de vie. Donc la catastrophe serait bien moindre. Et le condensat, il y aurait seulement 0,1% qui arriverait sur les côtes. Donc ces recommandations n'ont pas été du tout suivies, d'après ce que vous nous dites. Mais même pas été, elles n'avaient pas été faites. C'est seulement en 2018, bien après que tout ait été changé, que ça a été expertisé au niveau sécuritaire. Alors on va dire, les solutions? Non, les solutions peut-être pas, mais en tout cas, quelles sont les actions que vous menez justement pour faire en tout cas connaître et puis pour essayer d'éviter cette catastrophe? Alors, il y a le mouvement Shomrei Habayit. Je vous invite tous à aller sur leur site et vraiment militer, les soutenir financièrement, physiquement et informer les gens autour de vous. Par exemple, alors dernièrement, Shomrei Habayit a demandé une expertise au Mevaker, au contrôleur de l'État. Figurez-vous que Avishai Bar Yosef, qui est impliqué dans le dossier 3000 de corruption pour l'achat des 4 bateaux qui devaient protéger la plateforme au large pour 1,4 milliard de shekels, et bien figurez-vous que cette personne a aussi des intérêts dans le gaz. Et donc, il y a une affaire de conflit d'intérêts dans cette histoire. C'est cette même personne qui a, il semblerait, demandé à Nobel Énergie de rapprocher la plateforme. Voilà. Donc, Shomrei Habayit a demandé une enquête au contrôleur de l'État. Shomrei Habayit et ainsi que il y a aussi Yehuda Bronner qui est très actif aussi. Ils vont faire des procès. Ils font absolument des procès. Avec les expertises coûtent très cher, il faut vraiment le savoir. Il y a pour 1 million de shekels rien qu'en expertise. Et l'idée, c'est d'essayer de retarder. Ils ne réussiront pas à arrêter. Mais la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est retarder avec un peu d'espoir. Si Nobel Énergie en 2020 n'a pas réussi à exploiter son gaz à cause de ce qu'on pourra leur mettre sur leur chemin, les barrières qu'on leur mettra sur leur chemin, eh bien, ils seront obligés de négocier avec nous et d'accepter notre méthode, c'est-à-dire non polluante. Donc ça, j'invite tout le monde à soutenir, Très bien. Shomrei Habayit, donc ce site. Shomrei Habayit, on trouve ça sur Internet, dans la site, sur Facebook aussi. Donc, mais ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'il y a des choses un petit peu étranges. On peut vraiment se poser des questions. Quel est leur intérêt? Pourquoi ils ont changé? Pourquoi ils mettent pas 10 km? L'excuse sécuritaire qui nous donnait en prétexte est fausse. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode FPSO, donc non polluante, coûte 1,6 milliard, d'accord? Et puis, quand on a demandé à Nobel Énergie de modifier en mettant avec la méthode polluante à 10 km, tout d'un coup, maintenant, ça coûte 3,7 milliards. Les experts disent que normalement, ça devrait coûter maximum 2,25 milliards. Donc, on se pose la question, où sont passés 1,5 milliard? On ne peut que se poser la question. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que il est convenu qu'ils ne paieront d'impôts seulement après avoir récupéré 2,5 fois leur investissement. Donc, ils ont tout intérêt à ce que l'investissement soit élevé. 1,6 milliard, c'est quand même beaucoup moins bien que 3,7. Ça, c'est donc les intérêts qu'ils ont. Il y a aussi une dizaine d'entreprises qui ont dû être créées pour assister cette version polluante. On se demande aussi, on pose des questions, est-ce que il n'y aurait pas des conflits d'intérêts donc là-dessus? Et l'intérêt aussi financier, c'est au niveau du transport du condensat, que ça coûte très 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 cher. Ils économiseraient avec des pipelines, comme ils ont prévu, 100 millions de dollars par an en transport. Voilà, donc on se demande nous pourquoi... Beaucoup de questions sans réponse. C'est plus cher, c'est polluant, c'est mortel. On ne parle pas... ça tue. Ça va devenir le champ de tir de Hezbollah.
On ne comprend pas pourquoi on nous fait ça. Voilà, je vous laisse les conclusions, j'ai les miennes. Voilà. Donc, merci en tout cas. Au secours. Voilà. En tout cas, merci de nous tenir au courant de ce dossier, Eliane. Et puis, je suppose que vous continuez votre combat contre ce fléau, on va dire, contre ce problème, en tout cas. Merci. Merci, Eliane. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, on vous donne la parole sur Studio Qualita. On va continuer dans quelques instants avec un autre auditeur pour un autre sujet. Cette fois-ci, on va parler de ce qui se passe actuellement en France avec ces gilets jaunes, puisque nous allons parler avec Serge Frati dans un instant de cette situation en France. Je vous rappelle que pour participer à cette émission, vous pouvez nous appeler sur le 050 430 80 20. C'est notre numéro de téléphone de la boîte vocale de Studio Qualita. Vous pouvez aussi nous joindre par notre site, le site de studioqualita.com, ainsi que par notre page Facebook Studio Qualita. Voilà, donc différents moyens pour nous joindre. Nous allons tout de suite recevoir Serge Frati. Oui, bonjour. Bonjour Serge, bonjour. Vous êtes actuellement en France, vous habitez normalement à Netanya, si je ne me trompe pas? Non, enfin je suis entre Paris et Tel Aviv. Paris et Tel Aviv. Et vous êtes actuellement en France et donc vous suivez de très près l'actualité française et particulièrement ce qui se passe dans les rues de Paris actuellement avec enfin pas seulement de Paris d'ailleurs, dans toute la France avec ces fameux gilets jaunes qui manifestent. Alors dites-nous un peu ce qui se passe d'abord et puis dites-nous aussi quelle est votre opinion sur ça. Écoutez, ce qui se passe, tout le monde le voit. Je pense que c'est un mouvement qui est né il y a un mois, qui demande au gouvernement de revenir sur certaines décisions concernant des augmentations de carburant d'abord. Ça a commencé par ça. Et a priori, le gouvernement ne veut pas bouger sur aucun point. Il garde le cap, malgré tout ce qui s'est passé depuis un mois, les manifestations, les dégradations, et de la situation insurrectionnelle pratiquement que tout le monde juge ainsi d'ailleurs. Hein. Donc personne ne sait comment ça va se terminer puisque le seul qui pourrait prendre une décision, contrairement à tout ce qu'on voudrait faire croire, c'est le président Macron. Et le président Macron cherche un peu, j'ai l'impression, le pourrissement de la situation, alors qu'il est clair que ça ne peut que dégénérer. Alors, on a quand même l'impression, vu d'ici, qu'il s'agit d'une contestation qui dépasse en fait cette histoire d'hausse du prix du carburant. On parle du diesel surtout. On a l'impression que c'est un ras-le-bol plus général qui sévit en France. Est-ce que je me trompe? Oui, non, vous vous trompez pas. Ça a commencé. La goutte qui a fait déborder le vase, c'était le problème de l'augmentation des carburants à partir du 1er janvier, et cela sur 3-4 ans, donc je ne sais plus combien de centimes par an, donc ça risque de faire un trou dans les finances, dans les revenus des ménages. Bien sûr. Et je pense que le gouvernement veut mélanger le problème des climatiques avec les taxes. Oui. Et je crois pas que ce soit une bonne idée. Je comprends pas. La vérité, je ne comprends pas la réaction des pouvoirs publics, du gouvernement, du président de la République, surtout parce que en France, c'est le président de la République qui décide de tout. Là, depuis qu'il est revenu d'Argentine, il n'a pas fait une seule déclaration, alors que tout le monde attend qu'il fasse une déclaration, qu'il fasse éventuellement un moratoire pour stopper. Il a demandé une discussion de 3 mois pour stopper un petit peu, pour ouvrir des discussions avec la base. Oui. Il aurait pu créer un moratoire, stopper ses décisions pendant 3 mois, le temps que justement une décision sorte ou une position. Bien sûr. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il noie le poisson. Pour moi, c'est une position de quelqu'un qui veut noyer encore le poisson et qui veut gagner du temps.
de réunir tous les chefs des partis politiques en France, je vois pas en quoi ça peut servir, puisque les chefs des partis politiques, bien sûr, condamnent les violences, mais disent tous comprendre que le ras-le-bol des Français qui sont surtaxés, les taxes en France représentent 48% direct et indirect, c'est le plus grand pourcentage de tous les pays de l'OCDE. Donc il faudrait quand même qu'à un certain moment on prenne les gens au sérieux et que on comprenne la misère de millions de personnes en France. D'accord. C'est vrai que la France est un très beau pays où les gens peuvent aller étudier pratiquement gratuitement, se faire soigner gratuitement. Il y a plein d'avantages. C'est vrai qu'il y a des impôts qui servent quand même à quelque chose. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des millions de gens qui ne gagnent pas assez pour vivre et pour boucler leur fin de mois. Alors j'espère que Macron ne va pas laisser pourrir la situation parce que d'ici la fin de la semaine et surtout samedi prochain, si aucune décision n'est prise, s'il n'y a pas un retrait de quelques décisions qu'il a prises avant, je crains que nous allions vers une situation plus qu'insurrectionnelle, parce que là, on commence déjà à parler d'armes à feu pour la semaine prochaine. On pourrait imaginer peut-être même la chute de Macron. Enfin, c'est difficile d'imaginer d'un point de vue légal, puisque le président ne peut pas être déchu. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Emmanuel Macron donne sa démission, quelque chose comme ça ? Moi personnellement, je n'imagine même pas qu'il va revenir en arrière, parce que c'est pas dans son tempérament et pas comment dirais-je, pour lui, il n'a pas été élu pour ça, il a été élu pour faire des réformes, et il veut faire ces réformes en mettant la base du peuple français face à lui. Donc on fait des réformes lorsqu'on a un certain appui populaire, chose qu'il n'a plus aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont un petit peu intelligents ne demandent pas le départ de Macron, mais ils demandent la démission du gouvernement et des élections anticipées. D'accord. Des élections, moi, je pense que au point où on en est, ce serait la décision la plus sage. Ah oui. Mais c'est pas celle qui va être prise. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur une mobilisation, Macron veut une certaine union nationale, pour pouvoir simplement gérer les manifestations qui vont arriver, parce qu'il ne reviendra pas en arrière. Moi, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui, je peux me tromper, mais cette réunion qui, pour moi, ne servira à rien aujourd'hui de recevoir tous les chefs de parti, parce que, justement, ce parti, c'est tout à fait le contraire. Ce qui se passe actuellement, c'est en dehors des partis, en dehors des syndicats. Donc, je vois pas en quoi une décision des chefs de parti avec le chef du gouvernement va faire avancer le problème outre mesure. Alors, autre sujet que vous vouliez évoquer avec nous, c'est la courte... On va revenir en Israël maintenant, cette fois-ci, Serge. C'est la courte majorité qu'a Benjamin Netanyahou, avec, on le sait maintenant, après le départ de Avigdor Lieberman et de son parti, tout juste 61 sièges à la Knesset. Donc, est-ce qu'on là aussi on peut parler d'élections anticipées pour bientôt en Israël ? Je pense qu'une majorité d'un siège ne va pas être suffisante pour tenir encore un an. Nous avons le sujet là qui vient d'être reporté au 15 janvier de la conscription des Haredim. Donc, ils n'ont pas donné un délai assez long. En principe, ils auraient pu donner un délai de 3 mois ou 6 mois en donnant un délai d'1 mois et demi. Le problème va se reposer le 15 janvier. Je ne sais pas si l'opposition voterait avec le gouvernement. Ça, c'est un point d'interrogation. Quand on voit Lapid, Tzipi Livni critiquer, demander la démission de Netanyahou, j'ai pas l'impression qu'il voterait avec Netanyahou pour sauver son gouvernement, régime. bien sûr. Donc on se dirige vers des élections, d'après vous ? Oui, moi je pense que non seulement on se dirige vers les élections, mais je pense qu'Israël actuellement a intérêt à se diriger vers des élections, même Netanyahou, parce que si j'en crois les nouvelles un petit peu qui mettent le deal du siècle pour une sortie début janvier,
Donc le plan de paix de Trump arrivant début janvier, je pense qu'il va demander des gestes à Israël également. Est-ce que les concessions qu'il va demander à Israël vont être trop douloureuses pour que Netanyahou puisse les accepter avec une majorité si faible? Je ne vois pas du tout un gouvernement avec une majorité si faible pouvoir affronter un plan qui, de toute façon, tout le monde le sait, demandera des concessions qui peuvent être douloureuses pour Israël. Donc, je pense que si ces concessions sont douloureuses, effectivement, il faut organiser des élections anticipées, et c'est le peuple israélien souverain qui votera pour ces élections d'une part, et éventuellement pour le plan de paix que en fait, Trump va proposer. Ce que vous proposez, ce que vous dites, Serge, c'est que ces élections doivent servir aussi de sorte de référendum, en fait, pour le projet, pour le programme, le deal du siècle, hein, comme on l'appelle, proposé, qui sera proposé en tout cas par l'administration américaine d'ici le mois de janvier. Voilà, tout à fait. Ce sera un plébiscite pour le plan ou contre. D'accord. Et d'une part, et d'autre part, pour ou contre le gouvernement qui va porter ces concessions. D'accord. On fera ainsi d'une pierre deux coups, et on évitera des dépenses inutiles aujourd'hui, d'organiser des élections législatives, puis après organiser un référendum, et après, si le référendum est négatif, réorganiser des élections législatives. Je pense qu'il faudrait faire d'une pierre deux coups. Trump devrait proposer son plan en janvier, j'espère qu'il va le faire. Et le gouvernement devrait organiser des élections anticipées à la suite de ce plan, ou à la suite d'un vote négatif le 15 janvier, par exemple, sur la conscription des Haredim. Voilà, et ajouter à cela aussi les affaires de corruption avec ces derniers rebondissements et les recommandations de la police, et l'éventualité que le procureur de l'État inculpe donc le Premier ministre. On serait donc dans une situation où il faudrait plébisciter en fait une nouvelle fois la confiance du peuple israélien, et donc ça serait donc une manière donc de demander cette confiance dans plusieurs domaines. Si je résume un peu votre position. Je pense que le procureur de la République, en Israël, devrait prendre une décision à ce sujet. Et qu'en définitive, on ne fasse pas d'une pierre deux coups, mais trois coups. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des charges suffisantes pour inculper le Premier ministre? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y en a, est-ce qu'il risque d'être condamné? S'il est inculpé, est-ce qu'il serait condamné? Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Voilà. Là, pour l'instant, il y a le chef de la police qui demande son inculpation. On est très très loin, en fait, d'une décision sur les charges qui pèsent sur le Premier ministre. Il faudrait que tout ça devienne clair, parce qu'on ne peut pas continuer incessamment, inlassablement, à avoir un Premier ministre sur la sellette sur une inculpation ou non, un plan de paix qui n'arrive pas, une majorité qui ne tient pas. Bon, tout ça devrait être décanté, j'estime, au premier semestre 2019, parce qu'il y a d'autres échéances, il y a d'autres dangers actuellement pour Israël, a priori, d'après ce que j'entends. Enfin, je ne suis pas inquiet, mais il faudrait quand même qu'on pense à autre chose qu'à tous ces problèmes de justice. Voilà, donc on devrait en savoir un peu plus d'ici mi-janvier, donc fin janvier, avec déjà cette première échéance donc de ce délai qui a été donné par la Haute Cour de justice pour justement ce projet de loi sur l'enrôlement des orthodoxes dans l'armée. Donc on verra d'ici après cela donc aussi s'il y a aussi des développements du côté des relations avec les Palestiniens. Voilà, autant de sujets qui font qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation pour le moins incertaine et instable. Voilà. On est en stand-by jusqu'à fin janvier. Très bien. Eh ben, on va profiter en tout cas des fêtes. On va profiter des fêtes de Hanouka pour nous réjouir. Merci en tout cas. Voilà, Chag Sameach à tous et à très bientôt pour de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission sur Studio Kalita. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau numéro de On vous donne la parole. Bonne semaine à tous. Chag Sameach, Chagurim Sameach, à très bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.